Apprêtez-vous donc à ressortir de cette émission enrichie et galvanisée par la qualité et l'expérience de nos différents invités. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, à 12h GMT, partout dans le monde, on est tous servis. Eh oui! C'est midi, aux couleurs du Sahara. C'est midi. Et en fait, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Mais la seule chose qui est anormale, c'est que c'est pas cuit. Voilà. Sinon, c'est normal qu'à midi, on ait des tomates, des aubergines, du gombo, du riz, qu'on ait tout, qu'on essaie de vivre sur le plateau du midi. Et je suis très contente d'être avec vous. On a un public fou aujourd'hui. On a un public merveilleux. Et oui, merci. Merci de tout l'intérêt que vous portez à cette émission. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jessica Bamba, que je vous demande d'applaudir. Jess. Bonjour, c'est Music Club. Mais franchement, quelle énergie, hein, c'est... Franchement. Vraiment, merci beaucoup, merci au public pour cette énergie, c'est assez chaleureux. Aujourd'hui, on va terminer ce qu'on a si bien commencé le lundi, on va parler de phobie. Qu'est-ce que la phobie? Est-ce qu'on peut en guérir? Quels sont alors, qu'est-ce qui crée cette phobie-là? Toutes ces informations, ce sera dans quelques instants dans le Club C'est Midi. Merci beaucoup, Jessica Bamba et Dr Philo. Merci, en tout cas, comme Jessica le disait tantôt, quelle chaleur. Mais en même temps, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Da Silva. Vous dites que ça, c'est pas cru. Mais ça se mange cru, hein, souvent. Oui, même la tomate non, aussi. Non, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est lavé, là, Docteur Philo? Ouais, non, c'est lavé. Ou c'est pas un problème? Je donne l'exemple. Non, c'est lavé. Ça a été lavé. J'ai vu dans les coulisses, ils ont lavé tout ça, là. D'accord. Voilà, ils ont lavé. Pardonnez, moi, je mange ce qui est lavé. Ne faites pas ça chez vous. Non, bon, ça peut se manger, hein, ça peut se manger. Donc, la tomate, vous goûtez ça. Moi, j'ai déjà mangé ça, donc vous mangez ça. Allez-y, allez. Merci beaucoup. Merci, Docteur Philo. Merci. Et au cours de cette émission, nous allons parler du plus grand rendez-vous de l'économie agricole en Afrique de l'Ouest, qui va donc se dérouler du 17 au 26 novembre à Abidjan. Eh bien, la Côte d'Ivoire a le privilège de recevoir cet événement. Et puis, sachez que nous aurons aussi d'autres invités surprises. Et quand je dis invités surprises, c'est vraiment des invités spéciaux, très spéciaux, que vous aurez l'honneur de recevoir sur notre plateau. Le thème du jour, on y arrive, le café est au cœur de mon business. Eh oui, le café, il paraît qu'il est rentable et juteux. On en aura la confirmation dans quelques instants. Mesdames et messieurs, avec votre permission et votre aide, nous allons recevoir notre invité témoin du jour, qui n'est autre que Monsieur André Bro Mensa, que je vous demande d'applaudir très fort. C'est faible, c'est faible. C'est faible. Bonjour, Monsieur Mensa. Installez-vous, s'il vous plaît. Et oui, les grands hommes ont toujours de bonnes manières. Oui, voilà, absolument. Pour ce que j'ai pu constater dans mes fonctions et dans ma vie, enfin, de jeune de 18 ans, voilà. Donc, alors, Monsieur André Bro Mensa est administrateur général dans l'industrie agroalimentaire, torréfacteur, pardon. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. L'émission, vous la connaissez ou pas? Je connais l'émission. Ouais. Alors, vous êtes à la base ingénieur en système informatique et réseau télécommunications, c'est bien cela. Exact. Je le dis à dessein, on y reviendra dans quelques petits instants. Mais avant, Docteur Philo a son mot à dire par rapport au thème du jour. Le café est au cœur de mon business. Docteur Philo, à vous de jouer. Oui, le café. Toujours le café. Allez-y, vous pouvez voir, hein, c'est le café. Il n'y a rien là-dedans, vous voyez. Ok. Mais Philo, vous n'avez pas l'habitude de consommer le café? Non, moi je bois le café. Chaque matin, je bois. À midi, je bois. Seulement qu'il n'y a pas de pain, ça cause de ça. Je bois le café. Tout faire avec le café. Okay. Quand tu bois le café, là, ça peut te rassasier même. Ah si bon, tu bois 20 litres de café, tu vas te rassasier à tous les coups.
Donc voilà, le café, c'est bon, c'est très bon. On fait du bon business avec le café. Vous allez chez vous à la maison, un étranger, vous lui donnez un peu de café. Vous allez quelque part dans un restaurant, charmante demoiselle commence par le café. Dans nos funérailles, dans les veillées, pour qu'on puisse voir les artistes qui vont prester. C'est le café pour ne pas dormir, pour être témoin. Les enfants qui sont à la maison, qui passent tout le temps à dormir, c'est le café. Mais attention, avec les enfants, il faut aller doucement. Parce qu'un enfant qui ne dort pas beaucoup, vous lui donnez le café chaque fois. Après, il devient témoin de Jéhovah. Parce qu'il est le témoin de tous les événements. Faites très attention. Oui, il est témoin de Jéhovah. Donc le café, je dis que... Voilà, le café, c'est ça. La Côte d'Ivoire, on est le troisième pays exportateur. Brésil, Colombie, c'est ça. Oui, le café se définit comme quoi? Comme étant... Vous avez envie de donner l'information ou pas? Non, je veux dire que les gens savent ça déjà. Donc moi, je dis ça comme ça, au fait, pour leur dire que moi aussi, je sais ça. C'est un rappel, quoi. Parce que souvent, quand je raconte des choses ici, les gens, j'ai dit, mais il connaît quelque chose. Non, la Côte d'Ivoire, troisième pays exportateur du café après le Brésil et la Colombie. Merci. Juste. Merci. Voilà. Et je veux dire que... Le Sahara est là, je vous donne la définition du café. Le café, c'est défini comme étant une culture agricole faite pour s'éveiller. Donc ça nous éveille, ça éveille. Vous avez vu le café? Ça nous a éveillé. C'est pourquoi vous voyez, quand vous regardez le Brésil, le premier pays comme ça, le Brésil, quand vous voyez les joueurs brésiliens sur le terrain, c'est comme des séries de café. C'est-à-dire, ils tournent. Ça les éveille. C'est le café qui les fait courir comme ça. C'est le café qui les fait courir. Donc le café est quelque chose de business. C'est le sao, c'est l'air, tout ça, c'est très bon, mais il faut en faire bon usage. Question, je la pose ou pas? Apparemment, les éléphants ont oublié de boire le café la dernière fois. Non, ils ont bu. Non, les éléphants ont bu, oui. Mais ils ont trop mis à faire de poudre. Enfin, eux n'ont même plus, ils ont lapé la poudre. Il faut en faire bon usage. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à nos frères transporteurs, les diamolos qui utilisent le café n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils prennent le café pour pouvoir parler mal, pour pouvoir se comporter, pour dire qu'ils sont un peu en mouvement. Le gars, il est au quartier, il passe tout son temps en train de boire le café qu'il appelle le serré. Il t'insulte au lieu de mettre le voix. Ah, mon bébé, c'est pas, il n'était pas dans moi, mais il ne faudrait pas le café vous enlève de vous-même. Le café ne devrait pas vous enlever de vous-même. Voilà, on peut faire du bon business. C'est quoi, je vais saluer cette initiative, le Sahara, c'est bien. Le Sahara, le salon agricole. Le salon de l'agriculture et des ressources animales. Mais j'ai rien compris ce matin, j'ai vu des gens, comme on a parlé d'animaux, j'ai vu une cargaison de chiens qui se dirigeaient. Bon, ça fait partie de ces animaux-là. On le saura tout à l'heure, docteur Philo. Sahara, je vais dire pour tous les étrangers qui nous suivent, Sahara, c'est également le salon de l'agriculture, mais c'est aussi le prénom de la plus belle fille de Côte d'Ivoire, Sarah. Donc allez, Sarah, va vous séduire. Allez, merci. Merci beaucoup, docteur Philo. Et tout de suite, vous avez parlé du Sahara. Nous allons donc partir pour la question du micro-trottoir pour savoir si les Ivoiriens connaissent le Sahara. Le Sahara, on peut dire que c'est le salon qui nous permet de faire la promotion des cultures agricoles et l'agriculture en particulier. Je ne sais pas vraiment grand-chose, mais déjà par la définition, on sait déjà qu'il s'agit de l'agriculture. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment de grandes informations sur l'événement. Le Sahara, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas trop c'est quoi, dans le fond. Quoi. Le Sahara, c'est un salon agricole international où on vient présenter les produits agricoles. C'est une exposition des produits halieutiques et les produits agricoles. Et souvent, chaque année, l'État de Côte d'Ivoire organise pour exposer les produits de la Côte d'Ivoire aux yeux du monde et souvent j'invite des participants internationaux pour venir observer le savoir-faire ivoirien. Et j'ai envie de dire bravo. Bravo. Et voilà, notre invité témoin, je le rappelle, est M. André Bromensa, administrateur général dans l'industrie agroalimentaire. Alors, je le disais à l'instant qu'il est à la base ingénieur en système informatique et réseau de télécommunications. La question est la suivante. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le domaine du café? Merci pour la question. En fait, je me suis d'abord retrouvé dans le domaine de la transformation de produits agricoles. D'accord. Donc, c'était la première démarche, donc de passer du tertiaire à la transformation. Et le café, parce que je trouvais que c'était le parent pauvre des produits agricoles ivoiriens. On avait des transformateurs de cacao, mais le couple était déséquilibré, il fallait faire quelque chose pour le café. La télécommunication, c'est vrai que vous êtes passé par le domaine agricole, mais franchement, je trouve que le fossé, il est quand même grand. Oui, mais moi, je suis un Highlander, moi, je change de vie. J'ai plusieurs vies.
J'ai plusieurs vies et tout le monde devrait avoir plusieurs vies. Donc là, je passe d'un domaine des télécommunications à l'industrie agroalimentaire. Je serais peut-être dans le pétrole ou dans la transformation de je ne sais quoi. On vous le souhaite en tout cas. On a tous plusieurs vies. Donc cette vie-là, c'est une vie consacrée à la transformation de produits agricoles de Côte d'Ivoire. On a les meilleurs produits au monde. Donc il faut les transformer et c'est notre mission, c'est notre génération. C'est notre génération de le faire. Personne ne le fera pour nous. Voilà. Et c'est à dessein que vous le dites, hein. Ce n'est pas juste pour valoriser ou promouvoir la culture ivoirienne, mais c'est quelque chose de vrai, de vérifié. Oui, tout à fait. Tout à fait. Notamment pour le café, c'est un des meilleurs cafés au monde. Régulièrement, le café de la région de Mans notamment est primé. C'est un café qui est méconnu parce qu'il n'est pas traité comme il devrait l'être, avec une qualité de torréfaction et un savoir-faire. Nous essayons de pallier justement cette insuffisance et nous essayons de faire un café au niveau international. Et je pense que le résultat n'est pas si mauvais que ça, il est toujours perfectible. Mais je crois qu'on a quelques résultats. Et comment est-ce que ça démarre tout ça? Ça démarre en 2014 quand je me rends à l'évidence qu'à partir de 2016, je n'aurai plus de travail puisque j'ai été nommé au Conseil de régulation de la RTCI pour 3 ans en 2013 et qu'en 2016, j'ai plus travaillé pour 2 ans. Donc je me dis qu'est-ce que je vais faire? Il est peut-être temps de vivre ce rêve, de la transformation. Et donc je commence à travailler sur un projet de mise en capsule d'un café de Côte d'Ivoire en 2014. Pour commercialiser ce café il y a 1 an maintenant, dès fin 2016. Voilà l'histoire. Et puisque vous êtes chanceux, vous allez vous retrouver au Sahara. Oh, je ne suis pas chanceux. Si, bien sûr, c'est un honneur en fait que le Sahara nous fait en nous invitant à ce salon, à participer à ce salon, un peu une vitrine de ce que les jeunes Ivoiriens, enfin jeunes je ne suis plus tout à fait, mais bon, les jeunes Ivoiriens peuvent faire dans le domaine. Non, c'est une vraie chance d'être au Sahara. C'est un rendez-vous incontournable, il faut y être. On l'a été il y a quelques années en tant que, comme ça, en n'y participant pas directement, mais en tant que visiteur, et ça nous a permis d'avancer sur ce projet, par les rencontres que nous avons pu faire avec les gens qui venaient de diverses origines, de divers pays. Ça nous a boosté, ça nous a conforté dans l'idée qu'il y avait quelque chose à faire. Donc c'est vraiment un rendez-vous important à ne pas manquer. Et j'ai envie de savoir, c'est vrai que ça devient un peu redondant, mais je veux que les téléspectateurs qui nous regardent sachent exactement pourquoi vous avez fait le choix du café et pas le cacao, pas le riz. Bon, en fait, les produits phares en Côte d'Ivoire, c'est le café et le cacao, c'est connu. Je trouvais que sur le cacao, il y avait déjà des choses qui existaient. Il y a des maisons de chocolatiers, il y a des chocolatiers ivoiriens. Mais sur le café, d'ailleurs, il y a un salon qui se déroule, je crois, tous les ans, qui était le SI, c'est, je crois, le salon international maintenant du cacao et du chocolat. J'ai cru savoir qu'au moment, c'était café-cacao. Et je me suis dit, bon, le café, il faut vraiment le faire, il est abandonné. C'est une culture même en termes de production qui était abandonnée. La Côte d'Ivoire était à pas loin de 400 000 tonnes il y a un moment. Cette année, on fera 100 000 tonnes. L'année dernière, je ne suis pas sûr qu'on ait fait 50 000 tonnes. On nous dit 100 000 tonnes, mais je suis sûr, au vu de ce que des gens que je rencontrais et de mes visites sur les plantations, on n'a pas fait grand-chose. Donc c'est un parent pauvre de ce couple. Il était important de développer ce produit, de le transformer et de faire en sorte que les Ivoiriens retrouvent le goût du bon café. Parce que si vous vous souvenez de l'époque de la Kestab, les Glorieuses, il y avait le café de Côte d'Ivoire, il y avait des kiosques qui existaient partout à Abidjan, en béton, où les gens pouvaient boire du bon café. Il y a des sociétés de renom qui n'existent plus. Et il faut que les Ivoiriens retrouvent un café de Côte d'Ivoire, un café qui, pour le nôtre, est naturel, sans aucun produit chimique ajouté. Apparemment, c'est un environnement qui ne vous était pas étranger. Ah, j'ai eu un grand-père qui était dans le café, oui. Il était président de la Kesta pendant très longtemps, le président, paix à son âme, Marcel Oué, qui a été un grand de ce café, un grand de ce pays. Et il était important que la génération qui est là, en ce moment, prenne la relève et fasse honneur à ses prédécesseurs qui ont tant fait pour ce pays. Et pour les néophytes qui nous regardent en ce moment, la torréfaction, c'est quoi? La torréfaction, c'est très simple. Hein. C'est faire chauffer, faire griller, en fait, comme les grilleuses d'arachide le font, là, pour avoir de l'arachide grillé. Mais on fait la même chose avec le café. On torréfie le café, on torréfie les graines d'arachide, on torréfie le cacao, etc. Donc, en fait, on fait monter la température, enfin, on fait chauffer le café, on le fait griller, en fait. Très simplement. C'est quoi les différentes étapes? En fait, nous, on achète le café principalement dans la région de Mans. On le stocke chez nous, après l'avoir traité, séché.
Ensuite, donc, on passe à la torréfaction. Donc, on fait entrer le café dans le torréfacteur. Donc, c'est très simple, ça tourne. Ça atteint une certaine température au bout d'un certain temps. En général, 240 degrés au bout de 12 minutes. Et ensuite, on a un café qui devient marron, comme vous connaissez. Là, le café, en principe, il est vert avant d'être torréfié. Une fois torréfié, il est marron. Donc, tous les sens sont exaltés. Et ensuite, on le passe au moulin. Donc, pour en faire de la poudre. Et après, on passe à l'encapsulage, donc on fait passer la poudre dans des capsules et on referme. Et toutes ces étapes-là, c'est sur place, hein, c'est de façon locale. C'est entièrement fait à Azagué, donc à 50 km d'Abidjan, sur l'axe Abidjan-Agboville. Tout est fait ici. Très bien. Yes. Alors, une petite question. Vous avez dit qu'effectivement, la Côte d'Ivoire, lorsqu'on entend la Côte d'Ivoire, on entend tout de suite, on parle tout de suite de café, de cacao. Oui. Aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, on va dire que le café a abandonné au détriment du cacao. Est-ce que vous, avec votre expérience dans ce milieu-là, est-ce que vous avez réussi à trouver l'explication? Pourquoi est-ce que les gens se détournent un tout petit peu du café qui, pendant longtemps, on a été quand même premier producteur ou exportateur, je ne sais plus trop, de café? Pourquoi est-ce que les gens se sont un tout petit peu détournés? Est-ce qu'il y a une difficulté justement à rendre ce produit-là industriel? Alors ça, je ne saurais réellement vous répondre. Je pense que ça doit être lié à plusieurs facteurs. Peut-être les coûts. Peut-être, enfin pas les coûts, le prix de vente, enfin le prix d'achat au bord champ peut-être, la difficulté pour les paysans à mener cette culture, c'est quand même compliqué. Et puis peut-être à l'arrivée de nouvelles matières comme les VA, etc. Donc je pense que le développement des VA a été fait au détriment du café notamment. Et pour d'autres raisons, peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas localement une volonté de développer ce produit. Donc je pense que c'est un ensemble de facteurs que je ne saurais identifier en totalité. D'accord. Alors vous, aujourd'hui, vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure-là. Oui. Vous avez forcément rencontré quelques difficultés. Oui, bon, mais ça, c'est le métier. C'est le choix qui a été fait de choisir entre construire un immeuble et faire une usine. Okay. C'est à peu près les mêmes investissements. Non, il y a eu beaucoup de difficultés, mais beaucoup de choses facilitées aussi par l'environnement. La qualité de nos planteurs, leur travail, leur abnégation, la qualité des produits. Parce que le café ivoirien, c'est vraiment un café au top, si je peux m'exprimer ainsi. La qualité des ressources humaines trouvées localement, donc des ingénieurs, des techniciens, des empaqueteurs, une main-d'œuvre de bonne qualité, pas main-d'œuvre au sens péjoratif, hein, non, une main-d'œuvre de bonne qualité. Donc tout ça, ça a été des facteurs de chance et de bonheur. Et puis bon, la difficulté, c'est principalement les sources de financement. C'est la seule difficulté. Bon, après, on a des difficultés passagères comme l'accès au circuit de distribution classique, détenu par certains. Mais bon, ça, c'est le sport. Il n'y a pas aussi la concurrence parce que je sais que nos mamans à l'intérieur du pays aussi, de la manière, votre manière de transformer le café avec les trucs, avec la fumée haute, tout ça. Qu'est-ce qui fait la différence de votre transformation et celle de nos mamans? C'est exactement la même chose. On fait un café traditionnel. Pourquoi elles sont dans la fumée toujours, puis vous êtes en veste ici? Oui, je ne suis pas en veste tout le temps. Je suis en veste parce que j'ai l'honneur d'être là. Je suis très peu souvent en veste, je suis en général à l'usine. Et on n'est pas en veste à l'usine. Non, c'est le même process, globalement. Notre café n'est pas un café industriel, même s'il passe par des phases d'industrialisation, c'est un café traditionnel. C'est exactement la même chose que le café qu'on trouve dans nos villages. C'est juste torréfié, donc grillé, et juste broyé, donc et moulu. Donc c'est la même chose. Et il est meilleur, le café qu'on a ici. Il est meilleur comparé à... Le café torréfié, il est... Enfin, d'accord. Je pense qu'on va marquer une pause au niveau de la pub. On parlera après de chiffres, on parlera aussi de stratégie et bien sûr, on parlera de changements, de ce changement que le café a apporté donc, dans la vie de notre invité témoin. Ce sera donc juste après la pub. Quand Teddy Riner, le judoka le plus titré de tous les temps, rencontre les meilleures compétences africaines, tout devient possible. Avec la même quête de la performance, avec la même confiance en l'avenir. Avec surtout un rêve, permettre à chaque Ivoirien de réaliser ses projets. D'apprendre, de se comprendre et d'entreprendre. Mauve Côte d'Ivoire, la performance vous ouvre le monde. Sur le plateau de ce midi, toujours avec monsieur André Bro Mensa,
qui est donc dans le domaine de l'agroalimentaire. Il a choisi le café comme business et je suis sûre que ça lui réussit. Alors, justement, je parlais donc de chiffres. Alors, en termes de chiffres, on va parler, partant donc du montant d'investissement au volume ou peut-être à la capacité de traitement. On a besoin de savoir ce que tout cela vous rapporte. Ah, punaise. C'est une excellente question. il y a plusieurs volets dans votre question. Oui, on va d'abord commencer les investissements, par l'investissement. Bah, écoutez, notre société est une société anonyme unipersonnelle. Donc il n'y a qu'un seul actionnaire associé, c'est moi. Donc je suis tout seul dans cette aventure. J'espère bientôt qu'on me rejoindra. Oui, je suis là. Présente. Ouais. Voilà. On a un petit capital, on a 120 millions de capital pour l'instant. On a à peu près 1 million d'euros d'investis en fonds propres là-dedans. Voilà, en capacité, on a une capacité de 25 000 capsules jour qu'on peut sortir maintenant. Pourquoi vous le dites avec beaucoup de modestie? Pourtant, c'est quand même énorme. Ça se présente comme ça. Bon, pour éviter la pub, on va laisser voilà. Mais c'est ça, ça se présente comme ça. Ouais, celui-là, c'est un coffret découverte. Donc, il comprend. Vous avez donc des capsules. Voilà, ça, c'est des capsules compatibles avec celles de nos amis, dont je ne citerai pas le nom. Nos chers amis, heureusement qu'ils existent d'ailleurs. Les camarades de philo, là. Des amis à nous aussi. Et donc, ça, c'est un coffret découverte avec 3 boîtes que nous commercialisons dans notre boutique. Et on a également du chocolat, enfin, un excellent chocolat à la Rabusta que vous avez là. Vous pouvez sortir un carré. Donc ça, c'est une première. C'est l'unique chocolat au monde à la Rabusta. Pardon. Excellent. On a des produits dérivés, mais notamment en cosmétique. On fait un scrub, un gommage pour le corps au café. C'est très bon d'ailleurs pour la peau. Excellent, avec du beurre de coco et du sucre de Côte d'Ivoire. Beurre de coco de Côte d'Ivoire d'Assigny, sucre des régions du Nord, café de Mans, emballage local, 100% ivoirien, excellent. Merci en tout cas pour les astuces. On fait aussi des biscuits au café. Là, vous les avez pas, mais ils sont dingues. On fait plein de choses au café. On les aura quand? Les biscuits ne doivent pas être loin. Vous les aurez sûrement tout à l'heure. Alors, je voudrais quand même qu'on puisse revenir sur une autre question par rapport à la stratégie, parce que Jessica le mentionnait, pendant une période, les Ivoiriens étaient grands consommateurs de café, et puis on a relâché à un certain moment. Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour ramener ce goût du café-là aux Ivoiriens? Oui, en fait, il ne faut pas blâmer les Ivoiriens. Ils sont comme tous les consommateurs. Ils consomment ce qu'on leur propose. Les Ivoiriens ne peuvent pas avoir un torréfacteur à la maison. Donc jusqu'à présent, enfin depuis un moment, on leur propose un café de mauvaise qualité, torréfié à partir de rejets, à partir de café bas de grade, enfin du mauvais produit. Donc évidemment, ils se détournent d'un mauvais produit. Ils ne sont pas plus stupides que les autres, les Ivoiriens. Vous avez une mauvaise offre ou vous n'avez pas d'offre, ben on n'y va pas. On essaie d'offrir un café de qualité. Ça, c'est vraiment notre point sur lequel il n'y a pas de... Nous sommes intransigeants. On offre un des meilleurs cafés au monde. C'est un café avec quasiment aucun grain noir, c'est-à-dire que c'est le top que nous prenons. C'est vraiment le top, la qualité, et je veille personnellement en allant acheter les grains. On prend le meilleur café qui existe et on essaie de faire le meilleur produit. Et à quelle fréquence vous-même vous consommez ce café-là? Je suis un très mauvais exemple. Je consomme 6 à 7 cafés par jour. Mais je n'ai aucun... c'est normal. D'abord, je suis à l'usine quasiment tous les jours. Et à l'usine, il faut calibrer les machines. Il faut tester les produits tous les matins. Donc il faut boire au moins, si on a 3 produits différents à torréfier, ça fait déjà 3 tasses. C'est normal. Et vous doublez? Je goûte avant de venir. Donc quand j'arrive à Abidjan à la boutique à 10 h, j'ai déjà 3 cafés. Bon, quand j'arrive à la boutique, on me dit bonjour en m'offrant un double espresso à Zaguier. Ça fait 5. Il est que 10 h en fait. Est-ce dangereux? Est-ce dangereux pour la santé ou pas? C'est comme tout excès. Tout excès qui nuit. Oui, mais après, dans la journée, j'en bois 1 ou 2. Et puis, il y a des jours où je ne bois pas de café. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que ce café est un bon café. Et c'est un café, par exemple, pour celui de Mans, qui n'est pas extrêmement riche en caféine. En plus, moi, je prends de l'Arabusta, qui est un hybride entre l'Arabica et le Robusta. Donc, je prends un café qui est relativement pauvre en caféine. Il faut savoir que quand on fait passer le café dans la machine, ça reste très peu de temps.
Et en fait, la caféine ne sort qu'au bout d'un certain temps, il faut laisser longtemps. Donc en prenant un espresso, il n'y a pas beaucoup de caféine. Et qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie depuis que vous avez opté pour ce business? Je veux dire, en dehors du portefeuille qui s'est renfloué. En dehors d'être sur les écrans et dans la presse, non. Réduction de temps de sommeil. Combien d'heures de sommeil par jour? À partir de 4 heures, ça va. 3 heures, c'est pas mal non plus. Ah. Résilience. Donc, sérénité, calme. Tout ça, ça s'apprend dans ce genre de job. Il faut être très calme, il faut être serein, il faut être optimiste. Comme vous l'êtes en ce moment sur le plateau de C'est Midi. Là. Oui, mais c'est parce que je suis avec vous. Et puis, il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, parce que c'est pas facile et parce qu'on rencontre tout type de personnes. Quand on est dans la montagne de Mans avec les paysans, ben on est dans la montagne de Mans avec les paysans, on est avec eux, on mange avec eux. Quand on est avec des financiers, quand on est avec des clients, on est avec des clients. Et puis, il faut être très humble, les pieds sur terre et très résilient. Voilà. Alors moi, je veux comprendre juste, sinon savoir, sinon comment est-ce que vous vous positionnez? Où est-ce que vous vous positionnez? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous sert peut-être du café de mauvaise qualité, mais c'est peut-être parce qu'il est accessible. Oui. Donc, est-ce que vous considérez comme étant le produit, est-ce que c'est un produit de luxe, un produit qui est accessible ou voilà, où est-ce que vous vous positionnez exactement? C'est une question qui mérite d'être posée, je vous en remercie. Pour l'instant, nous avons commencé par un produit qui, à vrai dire, n'est pas accessible pour tout le monde parce qu'il y a un ticket d'entrée, c'est d'avoir une machine d'un de nos amis ou une des nôtres. Nous avons des machines qui vont arriver dans quelques semaines à un coût abordable. On va être autour de 60 000 quand même, peut-être 55 000. Le SMIC n'est pas très loin. Donc tout le monde ne peut pas acheter une machine. Donc sur les produits en capsule, c'est vraiment la classe moyenne, voire classe supérieure. C'est pas péjoratif, c'est des gens à revenus plus importants que le reste de la population. Nous avons une deuxième ligne de produits qui va sortir dans un conditionnement différent et qui sera accessible par tout le monde parce qu'il n'y aura pas besoin de machine et ça va coûter beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas de capsule. Parce que dans le coût d'une capsule comme ça, ce qu'il faut d'un produit comme ça, le coût du café n'est que de 20%. Donc c'est pas le café qui coûte cher. Le conditionnement. Il y a le conditionnement, il y a les capsules, il y a l'aluminium, il y a tout ce qui va autour qui coûte beaucoup plus cher. Donc si on arrive, comme on prévoit de le faire, à conditionner un café dans un emballage adéquat qui ne nécessite pas de machine, on pourra faire le même café, ce ne sera pas une qualité inférieure, ce sera juste un café moins cher, mais de même qualité pour une population avec des revenus moins élevés. Si on peut faire la même chose à 100 francs, au lieu d'une capsule qui revient pour l'instant à 300 francs, ce sera pas mal. Est-ce que par rapport au mais on va le faire, je ne vous coupe pas, mais on va le faire. On va le faire en janvier-février. C'est testé, c'est excellent. C'est pas de l'espresso parce qu'il faut une machine pour l'espresso, c'est un café allongé, comme celui que vous consommez. Et ce sera pas mal. Est-ce qu'on pourrait définir déjà la cible dans le premier volet de votre réponse? En fait, on aura toute cible. Pour l'instant, c'est milieu de gamme, haut de gamme, et ensuite, on sera partout. Tout le monde pourra acheter à 100 francs un café, ce que vous achetez... Alors, vraiment, dernière question. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une stratégie d'avoir, par exemple, des capsules qui sont compatibles avec des machines... de nos amis. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres marques, justement, qui essaient de se différencier, donc de vendre en même temps leurs capsules et leurs machines à café. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est stratégique? Ou est-ce que sur le long terme, vous allez avoir vos différentes machines? Alors, la stratégie n'était pas de faire des capsules pour nos machines. La stratégie, c'était de démontrer qu'on pouvait mettre du café de Côte d'Ivoire en capsule pour des machines. Le choix de cette machine, de ce système de machine, s'est imposé en termes d'occupation du marché, de part de marché. C'est le leader sur le domaine. Pourquoi être compatible avec le numéro 2? Il faut montrer qu'on est compatible avec le numéro 1, ça veut dire qu'on fait du bon café, ça veut dire qu'en termes de technologie, on est au niveau. Parce que si on peut compétir avec le leader mondial, c'est plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'ils font, pas nous, pas encore. Ça veut dire qu'on est capable de faire un bon café. Donc c'était d'un point de vue stratégique déjà d'aller sur ce cœur de cible. Et puis après, on déclinera sur des cafés différents. Bro André Mensah, merci beaucoup pour tous ces éléments d'information. Eh bien,
Vous l'avez certainement constaté, le sage Sissoko nous a rejoints. Voici donc quelqu'un qui a une très très belle initiative. Je veux dire, il nous donne une solution par rapport au problème de la transformation de nos produits agricoles. Il est aujourd'hui l'invité de ce midi. Quels sont vos mots à son endroit? On vous retrouve tout de suite. Voilà. Merci. Merci. Mais c'est formidable. C'est formidable. De savoir que les jeunes Ivoiriens ont du talent, comme vous par exemple, le savoir-faire. On a toujours demandé à ce que les jeunes Ivoiriens soient créatifs, avoir l'esprit de créativité et de l'entrepreneuriat. C'est dans ça que vous êtes lancés. Chaque jour que Dieu fait, nos responsables ont demandé, sensibilise les jeunes Ivoiriens à se lancer, n'est-ce pas, dans l'entrepreneuriat. Et vous êtes encouragés par même les dirigeants politiques. Le domaine dans lequel vous êtes lancé, chaque Ivoirien ici se permet une tasse de café par jour au moins. Et ce n'est pas par hasard que vous avez choisi ce chemin. Nous vous encourageons dans cela. Plus précisément dans le café. Votre curiosité, votre passion dans le café vous a amené à entreprendre ce chemin-là. Nous ne pouvons que vous encourager. N'est-ce pas? Merci beaucoup, M. Roux. Il s'est lancé dans la transformation et la commercialisation du café. Ça, c'est ce qu'on a toujours demandé aux jeunes Ivoiriens. Vous avez réussi à le faire. Vous êtes un grand homme. On dit... vous êtes un grand homme. Vous êtes fixé un objectif. Est-ce que j'ai une raison de vivre? Vous apportez, n'est-ce pas, votre crin à l'édifice de la Côte d'Ivoire. Vous faites quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Et ça, nous vous en remercions. Merci beaucoup, M. Roux. Et cette fois-ci, c'est nous qui vous remercions pour votre contribution dans cette édition. Message Sissoko, merci infiniment. Sur ce, nous allons évoluer toujours dans le même domaine puisque au Sahara, vous avez fait de très très belles rencontres qui vous ont aujourd'hui permis de faire cette activité, de l'affiner. Eh bien, nous allons recevoir une grande dame, Kwasi Flore Lago, directeur du développement agricole et des organisations professionnelles agricoles à la Chambre nationale de l'agriculture. Merci donc de l'ovationner. Vous pouvez vous installer juste auprès du monsieur. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales. C'est la deuxième édition après la reprise, hein, sinon la quatrième dans le fond. Oui. Merci d'être notre invité. Merci beaucoup. Alors, on en parle avec vous après ce témoignage, cet élogieux et éloquent témoignage. Qu'est-ce que l'Ivoirien, qu'est-ce que les Africains qui nous regardent en ce moment doivent retenir du Sahara? Merci beaucoup. Ce que nous devons retenir du Sahara, c'est que c'est une rencontre de professionnels. C'est une rencontre de donner et de recevoir. La preuve palpable, elle est là. À ce salon, on vient pour apprendre, on vient pour donner, on vient pour partager l'expérience et on vient pour aller, en tout cas, avec des résultats. Pour donner, pour recevoir. Ben oui, justement. Il ne faut pas seulement recevoir, il faut donner aussi. Et donc, c'est un espace qui offre véritablement cette possibilité à tous les professionnels, à tous les acteurs. Vous voyez, je fais un clin d'œil juste derrière moi parce que vous avez toutes ces sociétés coopératives qui sont là aujourd'hui, bénéficiaires du Salon de l'agriculture. Et comment ne pas vous interrompre quand dans ce public juste derrière vous, on a Madame Irielou Colette qui est la présidente du conseil d'administration de la FENAS Covici. Merci en tout cas de nous honorer. Merci de votre présence dans ce public. Et merci à tout le public qui est avec nous. Oui, je vous laisse poursuivre. Voilà, donc en tout cas, c'est le but. Alors, cette année... Justement, pour cette année, il y a forcément des spécificités. Ce Sahara 2017 offre des spécificités. D'abord, l'architecture vraiment envieuse. C'est plus grand. Aujourd'hui, nous avons... 10 hectares.
C'est sur 10 hectares, oui. Mais vous avez le plus grand chapiteau jamais fait en Afrique de l'Ouest. Et donc, oui, ça fait 140 mètres de long sur 14 mètres de haut. Donc, vous allez voir, c'est du gigantesque. Mais à l'intérieur également, il y a le pôle innovation cette année. Donc, vous allez avoir l'occasion de voir des jeunes qui prennent des initiatives, pourquoi pas demain, à partir du Sahara, qui deviendront des Bromensa, pourquoi pas. Et également, vous avez le pôle produit. Le pôle produit qui est vraiment l'un des centres d'attraction de ce Sahara. Parce qu'à ce pôle produit, le ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafoua Koulibaly, a bien voulu offrir des stands à une 50aine de sociétés coopératives dont elles sont présentes ici vraiment pour manifester cela. Et ça sera vraiment quelque chose de gigantesque. À ce pôle-là que vous allez voir tous ces produits dérivés, dont le café, Ivory Blue, mais bien d'autres choses vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Kwasi Flore Lago. Je rappelle donc que vous êtes directeur du développement agricole et des organisations professionnelles agricoles à la Chambre nationale de l'agriculture. Avec vous, donc, on parlait du Sahara, qui va se dérouler, qui va se tenir du 17 au 26 novembre au parc d'exposition situé sur la route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. On vous remercie. Cap à présent sur la première chronique de cette émission. C'est avec Jessica Bamba. Messieurs, dames, merci infiniment. C'est parti, on retrouve tout de suite Jess. Jess. Ce lundi, on a démarré cette chronique-là qui nous parlait de phobie. On a une jeune demoiselle en 2014 qui est passée sur le plateau de C'est Midi et qui avait la phobie de la foule. 3 ans après, on l'a retrouvée. Elle vit à l'extérieur du pays et elle nous a dit qu'elle était guérie de cette phobie-là. Alors, la phobie, qu'est-ce que c'est exactement? On va me dire, c'est peut-être que ça n'existe pas. La phobie, ça existe. Et la différence entre la peur et la phobie, justement, c'est que la peur, on la ressent. Et lorsqu'on ressent cette peur-là, à contre-cœur ou de façon délibérée, on peut affronter la situation qui génère cette peur-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont peur de prendre l'avion. Mais si ces personnes-là sont obligées de prendre l'avion, elles vont pouvoir prendre l'avion, quitte à prendre un somnifère pour s'endormir pendant tout le trajet, mais elles vont quand même prendre l'avion. Mais des personnes qui ont la phobie de l'avion ne prendront jamais l'avion. C'est-à-dire que ce qui va se manifester, si vous obligez cette personne-là à prendre l'avion, cette personne va avoir, par exemple, une crise de panique. Cette personne peut se mettre à crier, à pleurer, à trembler, à rester même figée. Donc c'est une peur qui est insurmontable, incontrôlable, et que cette personne-là peut ne même pas avoir conscience en fait. Elle ne peut pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a peur. Alors la phobie, c'est un véritable problème. Et aujourd'hui, dans le domaine médical, on a répertorié entre 400 et 500 phobies. Et franchement, il y a 10% de la population mondiale qui est donc sujette à une phobie ou à diverses phobies. Donc moi, j'ai recensé pour vous quelques phobies un peu bizarres. La peur du célibat, donc la phobie du célibat, la nyctophobie qui existe, la butyrophobie. Quand on parle de la phobie du célibat. Vous avez peur du célibat? Autant vous avez des personnes qui ont la phobie du mariage, autant il y a des personnes qui ont la phobie du célibat. Ça arrive. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Vous direz à cette personne-là, pourquoi est-ce que vous avez peur? Cette personne ne pourra pas vous expliquer. Alors, donc on a la peur du célibat, on a la peur du beurre. La butyrophobie, c'est vraiment bizarre. Il y a des personnes aussi qui ont la phobie des couleurs. Donc la rhodophobie pour la peur du rose. Il y a des personnes qui ne supportent pas le noir, qui ont peur du noir. La tétraphobie, la peur du chiffre. Alors là, on est vraiment dans la superstition un tout petit peu. Et puis la carpophobie, c'est la peur des fruits. Donc il y a au moins 400 à 500 phobies à travers le monde répertoriées dans le domaine médical. Et la phobie des escargots, parce que moi j'ai peur. Ah oui, c'est possible, c'est possible. J'ai pas vu, mais c'est possible. Moi, j'ai pas peur, j'aime beaucoup les escargots, pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut guérir de la phobie? Oui, c'est possible. Selon donc l'intensité de cette phobie-là, vous allez avoir des personnes qui vont pouvoir affronter leur peur grâce à leur famille, à leurs amis au quotidien. Et il y a des moments où la phobie est beaucoup plus intense. À ce moment-là, il faut faire appel à un thérapeute qui va vous faire suivre une petite thérapie qui va minimum 3 mois à raison d'une séance de 45 minutes par semaine. Donc ça, c'est selon l'intensité. Donc ça peut aller encore plus loin lorsque la phobie est beaucoup plus intense, lorsque c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. La phobie, par exemple, peut venir après, un événement. C'est-à-dire vous avez perdu une personne proche dans un avion ou par noyade, vous allez avoir tendance justement à avoir peur de l'eau, donc de nager ou encore de prendre l'avion. Voilà. Ou vous pouvez naître tout simplement avec la phobie. Vous êtes né, vous comprenez
comprenez pas, ou alors vous avez un membre de votre famille qui est phobique et qui vous transmet ça. Alors, la deuxième façon justement, qui est la manière, selon les thérapeutes, on va dire la plus efficace, c'est l'hypnothérapie. C'est-à-dire que vous allez être sous hypnose. Et pendant cette séance d'hypnose, on va essayer de mettre le doigt sur les raisons de cette phobie-là, qui peut être inconscient. C'est-à-dire que ça peut être enfoui dans votre mémoire et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Le thérapeute va mettre le doigt dessus et essayer justement de parfois effacer cette phobie-là. Donc après cette thérapie, vous allez vous réveiller, vous allez pouvoir prendre l'avion sans problème. Ou encore, vous essayez de transformer cette phobie-là en une peur raisonnée. C'est-à-dire que si vous aviez peur avant de prendre l'avion et que vous ne pouviez pas du tout, aujourd'hui, vous allez pouvoir prendre l'avion en vous disant « il faut que je dorme, sinon je ne vais pas pouvoir supporter ». Donc, et pour terminer, j'ai juste envie de dire que si vous sentez que vous avez une peur incontrôlable, incontrôlée, de quoi que ce soit. Déjà, il faut en parler, parce qu'en règle générale, les gens ont peur, ils ont honte de dire « j'ai peur de telle chose » parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur que les autres se moquent. Mais de déjà trouver une solution, c'est mettre le doigt sur le problème. Voilà, et c'est possible. Toutes les personnes qui ont besoin de plus d'informations, on se retrouve inbox pour beaucoup plus d'informations. Merci infiniment, Jessica Gomba. Merci beaucoup. Et je vous le disais à l'entame de cette émission, nous avons aujourd'hui des invités de marque. Érudits, intellectuels, monuments, ce sont donc les mots que j'ai envie d'utiliser pour recevoir ce grand homme que nous allons appeler maintenant sur le plateau de ce midi. Eh bien, il est d'origine malienne, il est aussi américain, astrophysicien. Mesdames et messieurs, commencez à vous lever parce que c'est tout simplement du lourd. Sur le plateau de ce midi. C'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Eh bien, on a été tous fiers. On ne savait pas grande chose, on ne savait pas ce que cela voudrait dire ou voulait dire. Mais quand on nous a dit qu'il y a un Africain qui est à la NASA, franchement, on a sauté. On a tous sauté, effectivement. Ce monsieur est un astrophysicien et à la fois homme d'État malien. Nous avons donc le bonheur de l'avoir sur le plateau. Il aurait été souhaitable qu'on lui réserve une très très belle bio décalée, mais ça va se faire un jour ou l'autre, on l'espère. Alors, pour revenir à votre histoire, avant de parler même de ce pourquoi vous êtes à Abidjan, il faut dire que pour des raisons politiques, vous avez grandi sans votre père. Et étant enfant, vous avez été obligé de faire des travaux champêtres, d'avoir de petits commerces et aussi d'être même par la suite gérant de boîte de nuit. Et on va dire que quand on a ce genre de parcours, quand on a, on va dire, une telle vie que je jugerais entre griffes de précaire, comment est-ce qu'on arrive au sommet? Comment? Je pense que d'abord, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Je vous en prie. Et je pense qu'il y a un peu de résilience. Il faut avoir un peu de résilience. Et en Afrique, vous savez, nos familles sont connectées. C'est-à-dire que quelque chose peut arriver à une famille précise, mais les familles voisines et les relations qui sont distantes se retrouvent autour de cette personne, ou autour de cette famille, et aident cette famille-là à rebondir. Donc, effectivement, j'ai eu le plaisir, le bonheur d'apprendre beaucoup de métiers comme ça. Si vous allez à Washington, DC, tout autour de ce qu'ils appellent le Beltway, le périphérique qui circumnavigue la ville de Washington, les arbres qui séparent les deux voies pour que les gens ne mettent pas les phares dans les yeux des uns et des autres, tous ces arbres-là, c'est moi qui les ai plantés. Très tôt le matin. Pour rajouter que depuis 2006, il est... Comme j'étais étudiant et que je n'avais pas à l'époque de bourse, alors il fallait que je me réveille à 4 h du matin pour aller planter des arbres. Voilà, et le soir, après, justement, la classe, j'allais travailler dans un restaurant, dans le restaurant d'un Malien.
qui s'appelait, d'ailleurs le restaurant s'appelait le Baobab. C'était le premier restaurant. Oublié, hein. Voilà. Vous avez mangé dans un restaurant qui s'appelait le Baobab et vous êtes devenu vous-même un Baobab. Merci. Merci. On saura choisir nos restaurants désormais. Alors on peut dire que depuis 2006, vous êtes président de Microsoft Afrique. Et j'aimerais vous poser une autre question parce qu'on se souvient qu'en 2002, vous avez développé à Bamako un laboratoire de recherche sur l'énergie solaire. Que devient ce projet et aujourd'hui, quelle est la place de l'énergie solaire en Afrique ou dans l'économie de l'Afrique? Mais malheureusement, ce projet n'est pas allé très loin parce que ce qui se passe, c'est que quand vous êtes un peu en avance sur les temps, parce qu'en ce moment où je parlais, moi, d'énergie solaire, il n'y avait pas eu toutes ces grandes conférences sur les changements climatiques. Tout à fait. Donc, les décideurs n'y ont pas accordé autant d'intérêt qu'on devrait. Et aujourd'hui, je pense que maintenant, le temps est propre et approprié pour que quelqu'un d'autre reprenne cette balle-là au rebond pour pouvoir l'amener à destination à bon port. Alors, vous êtes à Abidjan pour le lancement officiel des activités de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Par le passé, vous avez développé un sujet pareil du côté de Bamako. Oui, j'ai été le premier président de la première université virtuelle africaine que j'ai créée à Nairobi il y a à peu près 15 ans de cela. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement ici à Abidjan? C'est-à-dire qu'à Abidjan, notre espoir, c'est que cette université virtuelle de la Côte d'Ivoire devienne en fait l'université virtuelle de toute l'Afrique. Parce qu'en fait, la virtualité fait que ce sont les murs simplement qui disparaissent. Donc, n'importe qui est inscrit dans cette université peut, à partir de n'importe quel point, n'est-ce pas, suivre les cours, faire le devoir, recevoir ses diplômes. Alors, je pense que c'est une formidable opportunité de faire des économies d'échelle dans le domaine de l'éducation et surtout d'élever la qualité de l'éducation à travers tout un continent. Il faut dire que ça va se dérouler donc du 16 novembre 2017 à partir de 16 h à l'amphi A du district de l'université Félix Houphouët-Boigny, donc le jeudi 16 novembre. Merci infiniment. Il nous est difficile. Il nous est difficile de vous laisser partir. Mais on n'a pas d'autre choix. Alors, ce que je vais vous demander, ça sera une doléance. Restez, s'il vous plaît, sur le plateau. Comme ça, celui qui vient, qui allume sa télé, saura que Modibo Diarraché qui est passé sur le plateau de ce midi. Restons donc, nous allons terminer l'émission ensemble. C'est une femme inspirante et talentueuse. Mesdames et messieurs, elle est actrice, comédienne française. Merci de recevoir Firmin Richard. Firmin Richard, qui est donc conseillère déléguée chargée de la culture, des relations interculturelles auprès du maire du 19e arrondissement de Paris de 2008 à 2014. Et voilà, depuis 2014, elle est conseillère municipale. Je suis conseillère municipale. Tout à fait. Je Paris, mais je suis conseillère municipale élue dans le 19e. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau. D'accord, voilà. Et c'est cela, c'est cela. On est très heureux. Et vous êtes à Abidjan, plus précisément, pour le Festilag. Pour le Festilag. Effectivement, l'ouverture s'est faite mardi et ça a été une très belle ouverture au Majestic. Je suis là à la demande de Nakissi. C'est cela. Et je suis ravie parce qu'en fait, c'est un festival qui nous permet qui emmène le cinéma vers les gens. Et donc, je suis la présidente du jury. Voilà. La présidente du jury et l'invité spécial. Nakissi Savané a insisté, dit c'est mon invité spécial. C'était vraiment pas évident de vous avoir, mais vous avez effectué le déplacement et elle en est très, très fière. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que le Festilag est un événement généraliste venu donc pour booster le cinéma en Côte d'Ivoire. Et il y aura, on va dire, 4 grands prix. Voilà, oui, 4 grands prix. Nous avons plus d'une dizaine de films à voir. Il va y avoir le prix du meilleur court-métrage, court et long métrage. Il va y avoir le meilleur court-métrage, le meilleur long, le meilleur documentaire et le meilleur film ivoirien.
Et il faut dire aussi qu'on a la commémoration de la marche des femmes sur Grand Bassam. Ça sera pour le vendredi 17 novembre de 14h30 à 18h30 au Centre des cultures Jean-Baptiste Moquet à Grand Bassam. Le week-end du 24, je profite en même temps pour donner le programme. Les 24, 25 et 26, le festival continue sa poursuite à Korogo. À Korogo, les premiers 2 et 3 décembre, ils seront à Boaké donc pour la clôture du festival. C'est vraiment, ça, on va dire, la particularité de ce festival, c'est d'aller vers les gens. C'est qu'on amène le cinéma dans les quartiers populaires et on va vers les gens. Et ça tombe bien parce que le pays invité est le Mali. Voilà, donc pour rendre hommage au grand costumier Kandjoura Koulibaly. Voilà, donc... de la même origine que notre très cher Cheikh Modibo Diarra. En tout cas, ça a été un bonheur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je vais profiter, avec votre permission, bien sûr, pour saluer donc toutes les associations avec nous, la coopérative Komagoa, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et le groupe Éthique. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Mo Mensa, merci à Cheikh Modibo Diarra, merci à Firmine Richard. Merci d'avoir honoré donc l'équipe de C'est Midi par vos présences dans cette émission. L'émission est donc terminée pour ce jour. Merci à vous très chers téléspectateurs pour votre confiance. Au revoir et à demain.